Par une après-midi étouffante de 1863, dans les vastes plantations d'un domaine isolé de la campagne française, un baron veuf chevauchait seul lorsqu'il entendit un faible sanglot provenant des bois. Attachée à un tronc de jacaranda, une jeune esclave agonisait sous le soleil brûlant. À ses pieds, une nouveau-née pleurait, enveloppée dans des chiffons sales tachés de sang. Son ancien maître l'avait abandonnée là la nuit précédente. Son crime, avoir donné naissance à une fille alors qu'il exigeait un garçon pour le vendre comme main-d'œuvre. Mais qu'a fait ce baron ensuite? Il a défié toutes les lois de l'Empire et a changé 3 vies à jamais. C'est l'histoire du moment où l'humanité a triomphé de la cruauté. À vous qui regardez ou écoutez simplement cette histoire, dites-moi ici en commentaire. Êtes-vous au travail, à la maison, dans les transports ou ailleurs en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus. Et si vous suivez déjà notre chaîne, merci pour votre gentillesse. Votre présence ici compte beaucoup pour moi. Les plantations de café d'un domaine isolé en province. Fin janvier 1863. Des collines couvertes de caféiers s'étendaient à perte de vue. Le soleil de l'après-midi frappait sans pitié, faisant briller la terre rouge comme des braises incandescentes. Le baron Michel Dubois de la Salle chevauchait seul sur le chemin étroit qui traversait ses propriétés. Veuf depuis 3 ans, il préférait la solitude des inspections solitaires au brouhaha de la demeure principale. Sa veste de lin blanc était déjà maculée de sueur, et son chapeau à larges bords protégeait à peine son visage de la chaleur étouffante. Le premier son qui attira son attention ne fut pas le chant des oiseaux, mais un cri aigu et strident de quelque chose de plus petit, de bien plus fragile. Il tira brusquement les rênes de son cheval, la terre rouge craquant sous ses sabots. Michel inclina la tête vers le bois dense à sa gauche. Un instant de silence. Puis, il y eut à nouveau le cri inimitable d'un nouveau-né. Michel plissa les yeux, sentant un pincement au cœur. Ce n'était pas normal. Il descendit rapidement de cheval, attachant les rênes à une branche basse. Le sentier qui menait dans le bois n'avait pas été emprunté depuis des jours, couvert de feuilles d'eucalyptus sèches et de branches tombées lors des dernières pluies. Ses bottes s'enfonçaient dans la terre humide à chaque pas. Il se fraya un chemin à travers la végétation dense, écartant branches et feuillages avec ses mains, écoutant attentivement. Sa respiration devenait de plus en plus lourde, non pas par l'effort, mais par l'anxiété croissante. Que faisait un enfant là, abandonné au milieu de nulle part? Le cri devint plus fort, plus désespéré. Michel accéléra le pas, poussant les branches, trébuchant sur des racines exposées. La clairière apparut soudainement devant lui, un espace ouvert où le soleil frappait directement, sans pitié, sans la moindre ombre. Et puis il la vit. Une jeune femme, pas plus de 20 ans, était attachée à un gros tronc de jacaranda. Elle peinait à tenir sa tête droite. Des cordes de sisal lui serraient les bras derrière le dos, si fort qu'elles avaient coupé la peau. Du sang séché, mêlé à la sueur, coulait sur ses avant-bras. Ses poignets étaient à vif. Son visage était marqué par des hématomes violents, violets, jaunâtres, certains déjà noircis, ses lèvres gercées par la soif, ses yeux mi-clos perdus entre la conscience et l'évanouissement. Sa simple robe de coton brut était déchirée au niveau du ventre, tachée de sang frais. À ses pieds, sur la terre dure et sèche, gisait un minuscule paquet, un nouveau-né enveloppé dans des chiffons sales qui semblaient être des morceaux déchirés d'une cotonnade. L'enfant gémissait faiblement, ses petits poings serrés, la peau rougie par la chaleur insupportable. Michel sentit le sang se glacer dans ses veines. C'était l'œuvre d'un monstre. Il courut vers la femme et s'agenouilla à ses côtés. Il examina d'abord le bébé de ses mains tremblantes. La respiration était superficielle, trop rapide, mais constante. La peau brûlait de chaleur. Elle avait été laissée là pendant des heures, peut-être depuis l'aube. La femme bougea légèrement la tête, essayant de fixer ses yeux sur lui. Sa voix sortit comme un murmure rauque, presque inaudible. « Ne les laissez pas prendre ma fille. » Michel sentit un nœud dans la gorge. Il lui tint le visage avec délicatesse, la forçant à le regarder. « Vous venez avec moi. »
dit-il d'une voix basse, ferme et décidée. Toutes les deux, maintenant. Elle cligna des yeux lentement, comme si chaque mouvement exigeait un effort surhumain. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage meurtri, traçant des sillons propres dans la poussière, et le sang séché. Michel ne perdit pas de temps, sortit le couteau de son fourreau accroché à sa ceinture et commença à couper les cordes de sisal. La corde était si serrée qu'elle avait profondément pénétré la peau. Quand la dernière fibre se rompit, le sang recommença à couler de ses poignets blessés. Elle ne cria pas, ne gémit même pas, mais tomba en avant, s'évanouissant. Il la retint par la taille avant qu'elle ne tombe, soutenant tout le poids de son corps faible et épuisé. « Tenez bon », murmura-t-il, plus à lui-même qu'à elle. Avec précaution, il la redressa contre sa poitrine et de sa main libre ramassa le bébé du sol. L'enfant était trop chaude, dangereusement déshydratée. Il l'enveloppa mieux dans le tissu et l'installa contre la poitrine de sa mère, utilisant sa propre veste de lin pour les protéger du soleil brutal qui frappait encore la clairière. Le chemin du retour vers le cheval sembla une éternité. Michel les portait toutes les deux, comme si elles étaient les choses les plus précieuses du monde, marchant avec précaution pour ne pas trébucher, les protégeant de son propre corps. Son cheval hennit nerveusement en sentant l'odeur du sang. Michel regarda l'horizon. Il y avait une demi-lieue jusqu'à la demeure principale, en descendant la colline, en passant par les plantations, en traversant le chemin de terre rouge. Il ajusta son étreinte, s'assurant que la mère et la fille étaient en sécurité, et murmura comme une promesse au vent chaud de l'après-midi. « Vous ne mourrez pas ici, pas sur mes terres. » La demeure principale était silencieuse lorsque Michel franchit le portail principal. Les ouvriers agricoles du domaine travaillaient dans les plantations lointaines, et seule tante Bérangère, la vieille cuisinière qui dirigeait la cuisine depuis plus de 30 ans, était à l'arrière, préparant le dîner. L'arôme d'un plat consistant à base de haricots et de légumes verts mijotés flottait dans l'air lourd. Michel descendit de cheval avec une extrême précaution, tenant la femme et le bébé contre sa poitrine. Ses bras brûlaient d'effort, mais il ne relâcherait pas ce fardeau, quand bien même le monde s'écroulerait sur sa tête. Il monta les marches de la véranda latérale, poussa la porte avec son épaule et entra directement par l'aile arrière. Tante Bérangère l'appela d'une voix ferme, mais sans crier pour ne pas effrayer l'enfant. La femme noire, aux cheveux complètement blancs, apparut de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. Quand elle vit la scène, ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, monsieur Michel, qu'est-il arrivé ?»« J'expliquerai plus tard. J'ai besoin d'eau fraîche, beaucoup d'eau, des linges propres et cette pommade au calendula que vous gardez. Vite !» Sa voix était calme, mais portait l'urgence de quelqu'un qui sait que chaque minute compte. Bérangère ne posa pas de questions, se contenta de hocher la tête et disparut vers le cellier. Michel suivit le couloir jusqu'à l'une des chambres de derrière, une pièce simple avec un lit à structure en bois, un matelas de paille couvert de drap de coton brut et une fenêtre qui donnait sur le verger. Il déposa la femme avec une extrême précaution sur le lit. Elle était inconsciente maintenant, sa respiration faible mais régulière. Il prit le bébé de ses bras et le plaça dans un panier en osier garni de tissu doux qu'il trouva dans un coffre au coin de la pièce. L'enfant gémit doucement, les petits yeux serrés, mais n'avait pas la force de crier fort. Bérangère entra, portant une bassine en terre cuite avec de l'eau fraîche, plusieurs linges blancs pliés et un petit pot en céramique avec la pommade jaunâtre. « Monsieur, cette jeune femme est très mal en point et ce petit enfant est né il n'y a pas longtemps. Je sais, tante Bérangère, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Occupez-vous d'abord du bébé. Elle est déshydratée et a trop chaud. Nettoyez-la, rafraîchissez-la, puis voyez si vous pouvez lui faire prendre un peu d'eau sucrée. Utilisez une petite cuillère, doucement. » La vieille cuisinière prit le panier avec tendresse maternelle et commença à s'occuper de l'enfant. Michel reporta son attention sur la femme allongée sur le lit. Il mouilla un des linges dans l'eau fraîche et commença à nettoyer délicatement son visage, retirant le sang séché, la sueur et la poussière rouge du chemin. Les hématomes étaient pires que ce qu'il avait imaginé.
Quelqu'un l'avait battu avec une violence brutale. La marque de doigt était imprimée sur son cou, comme si on avait tenté de l'étrangler. Michel sentit la colère monter à sa gorge, mais la contint. La colère ne sauverait pas cette femme maintenant. Il nettoya ses bras avec soin, retirant le sang des poignets blessés par les cordes. Les marques étaient profondes, crues, enflammées. Il appliqua généreusement la pommade au calendula, puis banda ses poignets avec des lanières de coton propre. Il travailla en silence, avec des mains fermes, mais délicates, comme s'il manipulait de la porcelaine fine. Bérengère revint quelques minutes plus tard, le panier dans les bras. « La petite a bu un peu d'eau, monsieur. Elle est encore faible, mais je crois qu'elle va tenir. Elle a besoin de lait rapidement. Y a-t-il une chèvre qui vient de mettre bas ?»« Oui, madame. Mimosa a mis bas il y a une semaine. Son lait est bon et fort. Alors allez en chercher et faites-le bien chauffer, mais ne le faites pas bouillir. Apportez-le dans un biberon ou avec une cuillère, ce qui sera le plus facile. » Bérengère sortit rapidement, ses pas lourds résonnant dans le couloir en planche. Michel retourna vers la femme sur le lit. Il devait la faire boire de l'eau, mais elle était inconsciente. Avec une extrême précaution, il lui souleva la tête, la soutenant sur son bras, et humecta ses lèvres gercées avec le linge humide. Elle réagit légèrement, sa langue cherchant l'humidité. Il répéta le processus plusieurs fois, laissant des gouttes d'eau s'écouler entre ses lèvres entr'ouvertes. Peu à peu, elle commença à déglutir par réflexe. « C'est bien, » murmura-t-il. « Doucement. Vous êtes en sécurité maintenant. » Ses paupières tremblèrent lentement, très lentement. Ses yeux s'ouvrirent, bruns foncés, profonds comme des puits, pleins de douleur et de confusion. Elle le fixa sans comprendre où elle était, ni qui était cet homme au visage doux penché sur elle. « Ma fille !» parvint-elle à murmurer, la voix rauque comme du papier de verre. « Elle est là, en sécurité. Tante Bérengère s'occupe d'elle. Vous aussi, vous êtes en sécurité. » Michel parla lentement, avec clarté, voulant que chaque mot pénètre la brume de confusion et de peur qui enveloppait son esprit. Des larmes jaillirent des yeux de la femme, coulant silencieusement le long de ses tempes pour se perdre dans ses cheveux emmêlés. Elle tenta de parler à nouveau, mais Michel secoua la tête. « Ne parlez pas maintenant, reposez-vous. Il sera temps de parler plus tard. Maintenant, vous devez récupérer vos forces. » Bérengère revint avec une chope d'étain remplie de lait de chèvre tiède et une cuillère en bois. « Le lait est à point, monsieur. » Michel prit la chope et commença à nourrir le bébé, cuillère par cuillère. L'enfant but avidement, ses petites lèvres suçant le liquide nutritif comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Et c'était, à cet instant, exactement cela. L'après-midi tomba sur le domaine, teignant le ciel d'orange et de violet. Les cigales commencèrent leur chant strident. Les ouvriers agricoles revenaient des plantations, leur voix fatiguée résonnant au loin. Et à l'intérieur de cette chambre simple, à l'arrière de la demeure principale, deux vies qui avaient été jetées comme des ordures commençaient lentement à se rétablir. Michel s'assit sur une chaise à bascule en rotin dans le coin de la pièce, observant la femme dormir et le bébé respirer. Il ne savait pas encore qui elles étaient, d'où elles venaient, ni quel démon les avait blessées de la sorte. Mais il savait une chose, avec une certitude absolue, tant qu'elles seraient sous son toit, personne ne les toucherait. Personne. La nuit tomba lourdement sur le domaine. Le son des grillons et des grenouilles emplit l'air humide, mêlé au chant lointain des ouvriers agricoles, qui revenaient de leur baraquement après une journée épuisante dans les plantations. La lumière jaunâtre des lampes à huile vacillait aux fenêtres de la demeure principale, projetant des ombres dansantes sur les murs de torchis. Michel resta dans la chambre toute la nuit. Tante Bérengère avait apporté une chaise plus confortable, une couverture de laine au cas où le froid de l'aube arriverait et plus d'eau fraîche. Elle avait également laissé un bol de bouillon de poulet tiède, au cas où la femme se réveillerait affamée. Vers 2 heures du matin, la femme commença à bouger. De petits gémissements s'échappaient de ses lèvres et son corps se contorsionnait comme si elle luttait contre un cauchemar invisible. Michel se leva immédiatement
et mouilla un linge dans l'eau fraîche, le passant délicatement sur son front. « Calme-toi, murmura-t-il d'une voix basse et rassurante. « Vous êtes en sécurité. » Ses yeux s'ouvrirent soudainement, écarquillés de panique. Elle essaya de s'asseoir, mais son corps faible n'obéit pas. Elle regarda autour d'elle désespérément, cherchant, jusqu'à ce que ses yeux trouvent le panier en osier à côté du lit. Le bébé dormait tranquillement, enveloppé dans des tissus propres et doux. « Elle va bien, » dit Michel, comprenant ce que la femme cherchait, nourrie, propre et endormie. « Ne vous inquiétez pas. » La tension dans son corps diminua un peu. Elle tourna son visage vers lui, étudiant ses traits à la faible lumière de la lampe. « Pourquoi, monsieur, nous avez-vous amené ici ?» La voix était rauque, mais il y avait une force croissante en elle. Une détermination que la douleur et l'abandon n'avaient pas réussi à détruire complètement. Michel tira la chaise plus près du lit et s'assit, gardant une distance respectueuse. Parce que personne ne mérite de mourir attaché à un tronc au milieu des bois, encore moins avec un nouveau-né à ses côtés. Elle détourna le regard, le fixant sur le plafond de planches sombres. « Monsieur sait ce que je suis. Je sais que vous êtes une mère. Je sais que vous avez été battue et abandonnée. Le reste n'a pas d'importance maintenant. »« Ça en a, bien sûr, » rétorqua-t-elle avec amertume. « Ça en a pour tout le monde. Je suis l'esclave du colonel Bernard Lefebvre. Ou l'était, je ne sais plus ce que je suis maintenant. » Michel resta silencieux, la laissant parler à son rythme. « Il m'a acheté il y a 2 ans lors d'une vente aux enchères à Marseille. Il a dit que je serais seulement la femme de chambre de la maison, que je prendrais soin des beaux vêtements de sa femme. Mais sa femme est morte 6 mois plus tard de la fièvre jaune. Et puis... » Sa voix se brisa. Elle déglutit difficilement avant de continuer. « Alors je suis devenu autre chose, quelque chose qu'il utilisait quand il voulait et jetait quand il en avait fini. » Michel sentit les muscles de sa mâchoire se tendre, mais garda une expression neutre. Ce n'était pas le moment de montrer de la colère. « Quand j'ai découvert que j'attendais un enfant, j'ai cru que les choses s'amélioreraient. Il a dit que si c'était un garçon, son fils, peut-être qu'il me donnerait l'affranchissement. Il a dit qu'un fils aurait de la valeur, pourrait travailler au champ, pourrait porter son sang. » Elle rit sans humour, un son amer qui coupa le silence de la pièce. « Mais c'est une fille qui est née. » Le bébé bougea dans le panier, faisant un petit bruit de bouche, mais ne se réveilla pas. La femme tourna la tête pour regarder sa fille et ses yeux se remplirent de larmes. « Il est devenu furieux. Il a dit que j'étais inutile, que j'avais gâché 9 mois à n'attendre rien. Une fille ne sert pas pour le travail pénible. Elle ne peut pas être vendue à bon prix. Elle ne fait que des dépenses. Il m'a battu si fort que j'ai cru que j'allais mourir là, sur le sol du baraquement. » Michel ferma les yeux un instant, respirant profondément pour contrôler la fureur qui montait en lui. Ensuite, il a ordonné à 2 de ses hommes de me conduire loin. Il leur a dit de m'attacher dans un endroit isolé et de m'y laisser. Il a dit que si j'avais de la chance, les animaux me tueraient rapidement. Sinon, le soleil et la soif feraient le travail. De toute façon, je disparaîtrais et il serait libéré du problème. Elle se tourna vers Michel, les yeux brillants de larmes non versées. « Ils m'ont attaché avant l'aube. J'ai entendu quand ils sont partis, en riant, en plaisantant sur le temps que je tiendrais. »« Comment vous appelez-vous » demanda Michel doucement. « Joséphine. Joséphine Marie du Rosaire. Et votre fille ?» Elle hésita, regardant à nouveau le panier. Je n'avais pas eu le temps de lui donner un nom encore. J'ai à peine eu le temps de la tenir avant que... « Alors, vous aurez le temps maintenant, » dit Michel avec fermeté. « Tout le temps du monde. » Joséphine le regarda avec méfiance. « Monsieur ne comprend pas. Il va venir me chercher, pas pour la fille. Il ne s'en soucie pas, mais par orgueil. Parce qu'un baron protégeant l'esclave d'un autre homme est une insulte que le colonel Bernard n'acceptera pas. »« Qu'il vienne, » répondit Michel. Et il y avait de l'acier dans sa voix. « Maintenant, ceci est ma propriété, mes terres. Et tant que vous serez sous mon toit, personne ne vous touchera. Personne. » Joséphine étudia son visage pendant un long moment, cherchant des signes de mensonge, de fausseté, d'une intention cachée,
mais elle ne trouva qu'une détermination inébranlable et quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps dans le regard d'un homme, une décence authentique. « Pourquoi faites-vous cela, monsieur ?» murmura-t-elle. « Vous ne me connaissez même pas. » Michel se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant l'obscurité dehors, où les étoiles brillaient indifférentes aux drames humains. Quand il parla, sa voix était chargée d'une tristesse ancienne. « Parce qu'il y a 3 ans, ma femme est morte en couche. Le bébé n'a pas survécu non plus, c'était une petite fille. » Il fit une pause, les mains serrées derrière le dos. « Et j'ai passé les 3 dernières années à me demander pourquoi Dieu m'avait pris ce que j'aimais le plus. Aujourd'hui, quand je vous ai trouvés toutes les deux, j'ai pensé que c'était peut-être la réponse, non pas pour remplacer ce que j'ai perdu, mais pour sauver ce qui peut encore l'être. » Le silence qui suivit fut profond et lourd de sens. Joséphine ferma les yeux et cette fois laissa les larmes couler librement. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de peur, mais de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais. L'espoir. Dehors, la nuit continuait son cours lent. À l'intérieur de cette chambre simple, 2 âmes blessées commençaient à trouver un chemin vers la guérison et un bébé dormait tranquillement, inconscient du fait que sa vie venait d'être sauvée par un étranger au cœur bon. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cet après-midi où Michel avait trouvé Joséphine et la petite Claire, nom qu'elle avait choisi pour sa fille, inspirée par la clarté qui était désormais dans son avenir. La petite fille grandissait forte, nourrie de lait de chèvre et de toute l'affection que tante Bérangère et Joséphine pouvaient offrir. Joséphine avait lentement récupéré ses forces. Les blessures aux poignets cicatrisaient, laissant des marques qui ne disparaîtraient jamais complètement, mais qu'elle apprit à voir non pas comme des symboles de honte, mais comme des preuves de sa survie. Les hématomes sur son visage passèrent du violet au jaune verdâtre et finirent par disparaître complètement. Michel avait tenu parole. Elle et Claire restèrent à la demeure principale, dans la chambre de derrière, qui ressemblait maintenant à un petit foyer. Bérangère enseignait à Joséphine à faire les broderies fines qui ornaient les nappes, et Michel fournit de nouveaux tissus pour qu'elle et sa fille aient des vêtements dignes. Mais la paix qu'elles avaient trouvée était fragile comme du verre, et le verre, lorsqu'il est sous pression, finit par se briser. La tempête arriva par une matinée étouffante de février, quand le ciel était chargé de nuages noirs, annonçant une forte pluie. Michel était dans son bureau, révisant les livres de comptabilité du domaine, quand il entendit le bruit de chevaux s'approcher. Beaucoup de chevaux. Il se leva et alla à la fenêtre. Son sang se glaça. 8 hommes à cheval traversaient le portail du domaine sans demander la permission. À leur tête, un homme corpulent monté sur un cheval noir, coiffé d'un chapeau de cuir et arborant une expression de fureur contenue. Le colonel Bernard Lefebvre. Michel sortit par la porte d'entrée et descendit les marches de la véranda d'un pas mesuré. Il s'arrêta sur la dernière marche, gardant l'avantage de la hauteur, et croisa les bras sur sa poitrine. Les 8 cavaliers s'arrêtèrent à quelques mètres de lui, formant un demi-cercle menaçant. « Baron Michel Dubois de la Salle », dit Bernard d'une voix qui distillait le venin. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Si vous parlez de propriété volée, je suggère que vous consultiez la police. Je ne garde rien de personne sur mes terres. » Bernard descendit de cheval d'un mouvement lourd et s'approcha pour se retrouver face à Michel. Il était plus grand et plus large, mais Michel ne recula pas d'1 centimètre. « Ne plaisantez pas avec moi, baron. L'esclave Joséphine et sa progéniture sont ici. Des témoins m'ont dit que vous les avez prises. J'exige que vous les restituiez immédiatement. » La femme que j'ai trouvée était attachée à un tronc, agonisant avec un nouveau-né à ses côtés, toutes 2 abandonnées à la mort. Selon la loi impériale, toute personne en situation d'abandon et de risque de mort peut recevoir de l'aide. Elle est ma propriété. J'ai l'acte d'achat. L'acte d'achat ne donne pas le droit de tuer, colonel. Et c'est exactement ce que vous avez tenté de faire. Vous avez abandonné une femme et un enfant à la mort par exposition, soif et faim.
Ce n'est pas l'exercice d'un droit de propriété, c'est une tentative de meurtre. Le visage de Bernard devint rouge de colère. Vous n'avez aucune autorité pour m'accuser de quoi que ce soit. Je suis le colonel de la garde nationale. J'ai une influence que vous ne rêvez même pas d'avoir. Michel descendit la dernière marche, se retrouvant au même niveau que Bernard. Sa voix était basse, contrôlée, mais chargée d'une autorité silencieuse qui fit même reculer les chevaux. L'influence n'est pas au-dessus de la loi de Dieu, colonel, et même si elle était au-dessus de la loi des hommes, elle n'est pas au-dessus de ma conscience. Joséphine et Claire restent ici sous ma protection. Si vous voulez contester, consultez un juge, mais quittez mes terres maintenant. Les hommes de Bernard portèrent la main à la crosse de leurs armes. Michel ne bougea pas. Il savait qu'il était en infériorité numérique, mais il savait aussi que Bernard n'était pas assez fou pour commettre un meurtre en plein jour, sur la propriété d'un autre baron, avec des témoins à proximité. Le silence s'étira comme une corde tendue au maximum. Puis Bernard cracha sur le sol, aux pieds de Michel, et se retourna brusquement. « Ce n'est pas fini ici, baron. Vous venez de vous faire un ennemi puissant. Je préfère avoir un ennemi puissant que d'être complice d'un lâche qui abandonne mères et bébés à la mort. » La réponse de Michel fut calme, mais tranchante comme une lame affûtée. Bernard monta son cheval d'un mouvement violent et partit au galop, suivi par ses hommes. La poussière rouge s'éleva en nuages épais et le son des sabots se perdit au loin. Michel resta immobile un long moment, les observant partir. Quand il se retourna enfin, il trouva Joséphine à la porte, Claire dans les bras, les yeux écarquillés de peur et de gratitude. « Il reviendra, » dit-elle d'une voix tremblante. « Qu'il revienne, et quand il le fera, il trouvera les mêmes portes fermées. » Joséphine descendit les marches lentement et s'arrêta devant lui. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle sourit. Un petit sourire, hésitant, mais sincère. « Monsieur est un homme différent de tous ceux que j'ai connus. » Michel regarda Claire, qui dormait tranquillement dans les bras de sa mère, inconsciente de la tempête qui avait presque à nouveau détruit sa petite famille. Il tendit la main et toucha délicatement la joue rosée du bébé. « Je ne suis pas différent. Je fais simplement ce que tout homme d'honneur devrait faire, protéger les sans défense. » Les mois qui suivirent apportèrent des changements. Bernard tenta de causer des problèmes, il répandit des rumeurs, tenta d'utiliser son influence pour ternir la réputation de Michel. Mais la vérité a sa propre force. Et bientôt l'histoire du baron qui avait sauvé une mère et un enfant abandonné se répandit dans la région. Michel procura les papiers d'affranchissement pour Joséphine. Ce ne fut pas facile à obtenir. Cela impliqua des avocats, des pots de vin et beaucoup de pression politique. Mais finalement, un matin d'avril, Joséphine tint entre ses mains le document qui déclarait sa liberté. Elle pleura tant que le papier faillit se mouiller de larmes. Avec la liberté vint un choix. Partir ou rester. Joséphine choisit de rester non par obligation, non par dette, mais parce que là, dans cette plantation de café de la campagne française, elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'or. La dignité, le respect et un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle. Elle commença à s'occuper de la demeure principale, aux côtés de tante Bérangère, et sa présence apporta une légèreté que ces murs n'avaient pas connue depuis la mort de la première épouse de Michel. Claire grandissait forte et en bonne santé, et son rire enfantin résonnait dans les couloirs comme une musique oubliée. Michel n'exigea jamais rien en retour, ne réclama jamais, n'imposa jamais, ne franchit jamais la ligne du respect, et peut-être est-ce pour cela qu'avec le temps, quelque chose s'épanouit entre eux. Cela ne se produisit pas soudainement, mais lentement, comme les racines profondes du caféier qui mettent du temps à s'établir dans la terre, mais quand elles s'y fixent enfin, rien ne peut les arracher. 5 ans plus tard, par une après-midi tranquille à l'ombre des pruniers cerises, Michel demanda Joséphine en mariage, non pas avec faste, non pas avec de grands discours, mais avec une question simple posée d'un cœur ouvert. Elle dit « oui ». Et Claire, maintenant âgée de 6 ans, sauta de joie, criant qu'elle aurait enfin un vrai père. Cette histoire nous enseigne
que la véritable noblesse ne vient pas des titres ou des propriétés, mais du courage de faire ce qui est juste, même lorsque le monde entier dit le contraire. Michel aurait pu passer son chemin, ignorant ce cri dans le bois. Après tout, ce n'était pas son problème, mais il a choisi de voir l'humanité là où d'autres ne voyaient que de la propriété. Il a choisi de protéger là où d'autres abandonnaient. Il a choisi d'aimer là où d'autres méprisaient. Et dans ce choix, il n'a pas seulement sauvé 2 vies. Il a prouvé qu'un seul acte de compassion peut changer des destins entiers et que l'amour véritable ne naît pas de la commodité, mais du courage de tendre la main quand tous les autres la ferment. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime. C'est très important pour moi. Et laissez un commentaire, je les lis tous. Une autre vidéo apparaît à l'écran. Cliquez dessus. On se retrouve de l'autre côté.